Bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième numéro d'Avec Panache, votre émission de débat, de discussion et de controverse préférée. Bonjour Gabriel, Bonjour Raphaël, comment vas-tu? ça va et toi? Bah, écoute, très bien, merci. Voilà, et merci à vous tous de nous suivre chaque fois plus nombreux. On vous rappelle donc qu'il ne faut surtout pas oublier de vous abonner et si cette vidéo vous plaît, de mettre un petit like en dessous. On est toujours content, ça fait du bien à l'ego et qui sait, peut-être qu'un jour vous serez suffisamment nombreux pour que de richissimes sponsors s'intéressent à nous. Vraisemblablement pas des oligarques russes, car les temps sont rudes pour eux en ce moment. En effet, cette émission est consacrée principalement à l'actualité assez brûlante, c'est-à-dire une double actualité. D'un côté, l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, donc cette invasion qui a commencé fin février, le 20 février dernier, avec d'abord des frappes russes et puis une invasion terrestre très très rapidement, et la guerre entre guillemets bat son plein. Il n'y en a que pour la guerre sur les plateaux télé. Et de l'autre côté, l'élection présidentielle française, qui mine de rien, à l'heure où nous enregistrons cette émission, a lieu dans moins d'un mois. Donc, pour pouvoir avoir ces deux thématiques, nous avons choisi, Gabriel et moi, pour cette nouvelle émission, de nous poser la question suivante: de quelle façon la guerre russo-ukrainienne peut-elle influencer la politique française et principalement donc l'élection présidentielle à venir? C'est à cette question donc que nous allons essayer de répondre là pendant la petite heure que nous avons devant nous. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, et en quelques mots, on peut dire que le conflit, je pense que tu seras d'accord avec moi, le conflit depuis maintenant presque 3 semaines qu'il dure, a eu au strict point de vue électoral et sondagier en France deux influences majeures. La première directement liée au conflit, la deuxième dont on se doute qu'il s'agit peut-être d'un effet collatéral, mais dont on n'est pas encore certain. Le premier effet, c'est la hausse du candidat président Macron, renforcée par un réflexe légitimiste du peuple français, comme de la plupart des peuples en temps de crise, où on a tendance à se ranger derrière le président en place. Sarkozy avait connu une hausse sondagière au moment de la crise de 2008. Hollande était monté, avait connu ses rares hausses sondagières, hélas, aux attentats. Macron, face à la guerre, est à nouveau en hausse dans les sondages pour l'élection présidentielle. Et qu'on peut également attribuer, et ça je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, à sa communication autour de son action diplomatique sur ce conflit. Le deuxième effet perceptible dans les courbes sondagières, c'est un effritement assez important à l'heure actuelle de Zemmour, d'Éric Zemmour, qui paye peut-être ses propos passés vis-à-vis de Vladimir Poutine et une attitude qu'on a parfois qualifiée un peu hâtivement de pro-russe, qui était plutôt russo-réaliste et non à ce niveau-là. On peut noter enfin, et je te laisserai tout de suite rebondir, que l'accusation de pro-kremlinisme ne vise pas seulement Éric Zemmour, elle vise également Marine Le Pen, comme c'était déjà le cas il y a 5 ans à l'élection de 2017, et elle vise essentiellement, venant de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui se voit l'objet d'une campagne à peu près permanente de procès en poutinisme, notamment par Yannick Jadot, qui est, après Mélenchon, le candidat de gauche le mieux placé dans les sondages à l'heure actuelle. Voici une petite carte, un petit tableau assez rapidement brossé des premières conséquences visibles de la guerre russo-ukrainienne sur l'élection présidentielle. Mais je pense que tu auras des choses à dire là-dessus, Gabriel. Oui, beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour cette introduction et d'autant plus que c'est difficile de faire une synthèse de ce qui est à chaud et que tout le monde sent comme un événement, c'est-à-dire il y aura un avant et un après, à la fois sur la politique française et je pense sur la politique mondiale. Et c'est drôle parce que ça fait 20 ans qu'on entend l'expression locale et globale intrinsèquement liées, comme dans les poupées russes, si je puis dire. Et là, pour le coup, on a du local et du global sur un plan guerrier, qui est une réalité chaude et vivante qu'on n'imaginait plus depuis longtemps, avec une spécificité, je rajoute ça pour juste prolonger un petit peu la présentation,
La Russie qui fait une sorte de guerre asymétrique à laquelle on est habitué dans la guerre contre le terrorisme, mais avec des moyens d'artillerie, de soldats, plus de 200 000 soldats mobilisés, si je ne m'abuse, qui nous font penser au film noir et blanc de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc c'est vrai que, en tout cas, merci Raphaël, parce que c'est vrai que cet événement est quand même surprenant de la part de Poutine. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, et paradoxalement anachronique. C'est-à-dire que la manière dont les Russes font la guerre est inhabituelle par rapport aux images que l'on a de la guerre, au minimum depuis la première guerre du Golfe. À titre personnel, je me permets ce petit excursus-là, puis après je reviens immédiatement sur le sujet concernant la campagne présidentielle. J'ai beaucoup pensé à l'art français de la guerre d'Alexis Génie, qui avait reçu le prix Goncourt en 2011, à vérifier, parce que je pense que ce livre disait très bien la guerre occidentale contemporaine. J'inclus la Russie dans l'Occident du point de vue des développements techniques et militaires. Et là, c'est comme si on avait un brutal retour en arrière en le vivant 24 heures sur 24, et toi et moi d'ailleurs réagissant sur YouTube en ce moment même alors que la guerre est en train de se faire. Donc c'est un petit peu déstabilisant de ce point de vue-là. Il y a un télescopage entre le régime esthétique de la guerre et son régime matériel, c'est-à-dire une guerre d'avant filmée comme aujourd'hui, qui est quand même assez étonnant. Il faut être honnête, hein, je pense que pour toi et pour moi et pour tout le monde qui nous écoute dans des contrées relativement paisibles, la guerre était soit une affaire de police internationale, la guerre contre le terrorisme, soit une affaire d'images d'archives, réellement. Or là, nous sentons une guerre proche. Juste par rapport à ce que tu as dit, je me suis permis ce petit excursus, tu pourras revenir dessus. Ce que je vais dire dans ce qui suit, pardon, est assez court. Moi, ce qui me frappe par rapport à la politique française et cette guerre, le phénomène principal, c'est Macron. Parce qu'il en a profité à plein et parce que bon, bah maintenant il fait plus de 30%, donc il met plus de 12% ou 11% en fonction des sondages à Marine Le Pen qui est numéro 2. D'une part, ça a creusé les écarts entre Macron et la concurrence et entre Le Pen et la concurrence. Donc ça a un petit peu quand même décanté la campagne d'une manière très inattendue. D'autre part, concernant le président Macron et la mise en scène de son action diplomatique à usage politique interne, ce qui est très frappant avec Macron, c'est qu'il avait déclaré nous sommes en guerre au moment du Covid, alors qu'il n'y avait pas de guerre, mais qu'il était réellement en campagne. Et aujourd'hui, alors qu'il y a une véritable guerre, il déclare je suis candidat, je lance officiellement ma candidature et donc la campagne. Or, la guerre vampirise la campagne et il n'y a pas de campagne. Donc d'un côté, il y avait une déclaration de guerre sans guerre avec une campagne. De l'autre côté, il y a une guerre et une déclaration de campagne sans campagne. Et j'ai un petit peu l'impression que l'en même temps de Macron a été respecté par le réel, mais assez ironiquement renversé. C'est une sorte d'en même temps sur la tête. Voilà. Alors, j'aimerais apporter un petit bémol à ce que tu dis, parce que tu dis que tu opposes le « nous sommes en guerre » de cette absence de guerre qu'a été le Covid au « je suis candidat » au moment où il y a la guerre. J'aimerais rappeler qu'à l'heure actuelle, et contrairement à ce que une certaine forme de tapage pourrait nous laisser croire, nous ne sommes pas en guerre, la France n'est pas en guerre. Et c'est un peu la subtilité de Macron qui se comporte exactement comme si la France était en guerre, alors qu'elle n'est pas en guerre. Nous n'avons pas un seul soldat à Mariupol, à Odessa ou à Kharkiv. La France n'est absolument pas visée, ni quoi que ce soit de Français dans ce conflit. Donc, il n'y a pas vraiment de guerre à ce sujet, et j'ai essayé un peu de me pencher dans les précédents. Des élections présidentielles où la France était engagée réellement dans une guerre, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, il y a eu la France dans des opérations spéciales à certains moments pendant des guerres, mais si on se plonge un petit peu en arrière, des situations comparables à ce qu'on peut avoir maintenant, il y aurait peut-être 1995, l'élection de 1995, où nous avions très près de nous
deux conflits d'une ampleur d'une ampleur très importante et aux conséquences assez importantes également. Pendant l'élection de 95, il y avait la guerre en Yougoslavie et nous étions également en pleine guerre civile algérienne. Donc géographiquement, ce sont deux conflits qui sont à moins de kilomètres que ne l'est le conflit ukrainien. Et pourtant, il n'en était quasiment pas question durant la campagne électorale. On a parlé un petit peu du Rwanda dans la campagne de 95. On a parlé un petit peu de la guerre en Tchétchénie. On se souvient de la réplique de Chirac à Jospin dans le débat au sujet des rapports entre Russie et Tchétchénie. Mais on parlait très très peu de la guerre Souviens-toi civile du algérienne. chant tchétchène Exactement, tiré d'une comptine souvenez-vous russe des chansons qu'on historique, oui. chantait, que les baboussias chantaient aux petits chérubins russes, on Babouchka. garde au méchant tchétchène. Babouchka. Donc voilà, c'est un peu, je voulais juste rebondir là-dessus. La guerre, pour l'instant, ne concerne pas directement la France. Ses conséquences, oui, vont concerner la France, mais alors là, après, on ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire que le conflit n'a commencé que il y a moins de 3 semaines, il y a 2 semaines et demie. Évidemment, si là, dans le mois qui vient, jusqu'à l'élection, un pays de l'OTAN, la Pologne, l'Estonie, se retrouvait frappé et que l'OTAN se retrouvait engagée, tout ce qu'on dit là actuellement, toute la précision que je viens d'apporter tomberait à l'eau et la donne changerait considérablement parce que par le jeu des alliances, étant membre de l'OTAN, on se retrouvait de facto engagé dans le conflit. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et Raphaël, Macron, si tu me permets juste, parce que c'est factuel, dans la Ve République, sans remonter à avant, la seule fois où la France a été juridiquement en guerre au moment d'une élection présidentielle, ça a été 1958, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. oui, mais ce n'était pas une Depuis, élection au suffrage universel. je suis bien d'accord, mais pour être vraiment factuel, juridiquement parlant, l'élection de guerre du président de la République, qui n'était pas au suffrage universel, c'était 1958, et 1962, l'élection a lieu après les accords d'Évian, donc la guerre est terminée, mais si on veut, c'est l'élection la plus proche, historiquement, d'une vraie guerre où la France a été mobilisée. Par vraie guerre, j'entends quoi? D'une part, l'engagement juridique de la France dans une guerre, ce qui était le cas, et d'autre part, c'est pas juridique, mais un peu plus existentiellement, la guerre d'Algérie est la dernière guerre qui a fait appel au contingent. Le contingent, c'est-à-dire des soldats qui ne sont pas des soldats de métier, qui vont faire la guerre, donc des jeunes gens avec une génération marquée par la guerre, etc. Tu citais Chirac. Chirac est le dernier président à avoir connu un épisode guerrier de manière active de la Ve République. Voilà. Alors, oui, tout à fait. C'est Mais bon, intéressant. Non, mais c'est intéressant oui, par rapport à ce qu'on disait aussi, ce contexte étonnant de guerre, parce qu'effectivement, nous avons maintenant une classe politique qui, jusqu'au Conseil constitutionnel, où la moyenne d'âge doit être la plus élevée de la République devant le Sénat, il n'y a plus vraiment personne qui a connu, y compris dans un service militaire, l'exercice guerrier, avec sa part de tragédie et de, si la politique sait parler, de difficilement dissible à une population peu habituée à ça. Voilà. Donc, Et ça compte, hein. oui, Ça compte. ça, Voilà. ça compte. Après, comment dire, je le répète, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en guerre et donc l'élection de 2022 non plus ne se tiendra pas dans un pays en guerre. Donc, on a déjà, sauf retournement de situation dans les semaines à venir. Mais je veux dire, c'est pas une situation comment dire, si inédite que ça. Alors, c'est là où je suis en désaccord. C'est pas la manière dont nous avions pensé, dont tu avais présenté le sujet, mais laissons vivre la pensée. C'est une présidentielle d'un pays qui n'est pas en guerre, et les Français ne sont pas mobilisés ou n'ont pas peur comme si c'était une guerre, ne serait-ce que par respect pour ce que vivent les Ukrainiens aujourd'hui. On peut voir la différence, hein, tout le monde peut le voir. Cependant, par rapport à tous les précédents historiques que tu as cités, jamais nous avons été à ce point engagés et politiquement et économiquement dans une guerre proche de nous. C'est-à-dire que bien que nous ne soyons pas en guerre officiellement, par nos sanctions et un statut un peu bizarre, hein, on n'est pas en guerre, on n'est pas co-belligérant,
mais on est quand même très, très, très présent dans le soutien à l'Ukraine, ce que je ne condamne pas, hein, mais c'est factuellement Ouais. livrer des armes, les condamnations économiques, les sanctions économiques de la Russie, etc., sont quand même très, très fortes, de telle sorte qu'il y a une hybridation. Nous ne sommes pas en guerre, mais jamais la guerre n'a été aussi présente dans notre débat politique. Par exemple, le sujet qui émergeait après la longue séquence identitaire incarnée par la percée de Zemmour, c'était le pouvoir d'achat. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une hybridation totale entre la question du pouvoir d'achat et les sanctions économiques, du fait du statut très particulier de la Russie, source des hydrocarbures de l'Europe. Donc, peut-être que c'est là où je ferai un bémol à l'intro ou un complément à l'intro que tu avais fait. Cette guerre, au-delà de l'Ukraine et de ce qu'on pense de cette guerre, impliquant la Russie, est par définition au cœur de la campagne électorale. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que peut-être l'as-tu noté toi-même et pour toi-même, rarement campagne a été aussi éclipsée, aussi vampirisée par un événement extérieur, et en même temps, rarement, un événement extérieur n'avait ramené au centre du jeu ce qu'on appelait, toi et moi, dans les 2 précédentes émissions, l'essence de la politique. C'est-à-dire que des questions aussi simples que le gaz, le pétrole, le prix à la pompe. Le prix à la pompe, c'était censé faire 15 secondes sur TF1, la grogne, et éventuellement des phénomènes gilets jaunes. Et on ne parlait plus du prix à la pompe, on parlait des dégradations sur les Champs-Élysées. Là, c'est le prix à la pompe, les stations-service comme incarnation du désert français, de la diagonale du vide, etc. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas repensé sur un mode crisique, malheureusement, des choses aussi essentielles que les sources d'énergie pour l'industrie et pour le confort de chacun. Qu'on avait pensé, je rappelle que les entreprises françaises sont les entreprises occidentales les plus introduites et les plus exposées en Russie, sur un plan industriel et sur un plan financier. La Société Générale est la première banque étrangère de Russie. Etc., etc. D'ailleurs, on voit bien que, petite remarque à l'actualité à chaud, les Allemands sont plus dépendants que nous du gaz et du gaz russe notamment, mais nous-mêmes, nos grands groupes sont très prudents dans leur communication en disant qu'ils sont pour la paix et non pas qu'ils condamnent véritablement, clairement, la Russie. Enfin, on voit très bien que les intérêts économiques importants des grands groupes français et du fait de la structure de l'économie française, on est une économie de grands groupes et pas une économie d'entreprise familiale comme en Allemagne, des pans de notre souveraineté et de notre puissance économique sont directement impliqués, soit par la guerre en elle-même, soit par notre réaction à la guerre. D'où, si tu me permets, pour reprendre le fil de ton introduction, l'impact de ça sur la présidentielle. Je ne sais pas si la crise a dévoilé nos dépendances extérieures ou si c'est un retour positif de questions de souveraineté, mais on est face à un paradoxe, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez intéressant et même assez jouissif. Jamais campagne n'a été aussi morte et jamais des questions aussi brûlantes n'ont été posées aussi directement avec, tu pourras nous compléter là-dessus, puisque je n'ai pas toutes les données factuelles, mais des députés de la majorité présidentielle nous disant couper le gaz parce que ça va coûter cher et il faut absorber les sanctions. Voilà, on est quand même dans quelque chose qu'on a rarement connu. Alors, là-dessus, je suis d'accord avec toi et j'aimerais, et à la fois pas d'accord, mais globalement d'accord, et je vais essayer d'expliciter pourquoi. Je suis d'accord quand tu dis que la guerre a fait irruption dans la campagne en faisant émerger des thématiques qui ne se seraient pas nécessairement posées. Après, je suis aussi d'accord quand tu dis, et il y a une contradiction totale entre ces 2 propos, et pourtant je suis d'accord avec les 2, que la guerre a totalement anesthésié la campagne. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment C'est le plus de paradoxe. campagne. Le moment où là, on devrait parler des candidats, de leur vision de la France, de tout ça, grosso modo, les chaînes d'infos sont en continu sur Kherson, Odessa, Kiev, tout ce que tu veux. Donc forcément, la campagne est faite, comme tu l'as dit, du surplace, et on ne parle pas, on n'a pas l'impression d'être dans un pays qui s'apprête à élire son chef de l'État dans 1 mois et pour 5 ans.
absolument pas du tout. Là où j'aurais un petit complément qui n'est pas forcément contradictoire avec ce que tu disais, c'est quand tu disais que ça marquait l'irruption de thématiques de souveraineté dans le débat public et donc dans la campagne. C'est vrai, et en même temps, et ça va marquer un prolongement avec ce que je disais sur la campagne anesthésiée. En même temps, c'est pas vrai, parce qu'en fait, ces grands débats sur la souveraineté, sur tout ça, j'ai l'impression qu'on les a eus il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, quand on était confiné pour la première fois avec la crise du Covid, où on s'apercevait qu'on n'avait pas de masque, qu'on n'avait pas de gel, qu'on n'avait pas de test, qu'on ne pouvait plus rien faire nous-mêmes, qu'on était à poil et qu'on avait tout délocalisé. Et là où je trouve que ça marque un prolongement, c'est qu'il y a de ça encore un mois et demi, on reprochait précisément aux restrictions sanitaires et au Covid déjà d'éclipser la campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'on a une campagne présidentielle qui, finalement, jusqu'à la mi-février à peu près, a été totalement mise sous cloche par le Covid. Elle tournait au ralenti, avec même les mesures cet hiver qui ont empêché la tenue de réunions publiques pour certains candidats, et avec la présence d'une gestion journalière de la pandémie par l'exécutif qui remplaçait le débat des idées. Et depuis la mi-février, maintenant, c'est l'Ukraine. Que se passe-t-il en Ukraine? Et quand on s'adresse aux Français pour parler de politique, on parle de la crise ukrainienne. C'est-à-dire que l'émission d'hier sur TF1, à laquelle participaient 8 candidats à la présidentielle sur les 12, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais je ne sais pas quels critères ont été choisis ont été déterminants pour choisir les 8 candidats invités sur TF1. Pourquoi certains plutôt que d'autres? Enfin, c'était très étrange et pas très respectueux pour moi de respect du temps de parole et de l'équité en la matière, mais ce n'est pas le sujet. Mais comment dire, là maintenant, on se retrouve avec exclusivement le sujet guerrier et géopolitique de facto qui se retrouve au centre de la campagne. Mais comment dire, sur un angle de commentateur aussi, où c'est-à-dire on se retrouve à parler de alors où en sont les Russes, ont-ils pris telle ville, l'armée russe est-elle plus en difficulté qu'annoncée ou est-elle au contraire en train d'avancer, quel massacre, quelle maternité bombardée, qui sont des choses extrêmement graves, je suis tout à fait d'accord, mais qui ne sont pas des choses comment dire, qui pour le coup vont avoir un réel impact sur l'élection présidentielle. Et le peuple français doit évidemment être informé le plus précisément possible de ce qui se passe en Ukraine, comme il devrait l'être dans à peu près tout conflit. Voilà, il y a des conflits un peu partout dans le monde dont on ne parle pas forcément autant. Je ne dis pas qu'il faudrait moins parler de l'Ukraine, mais bon, il y a une guerre au Yémen, il y a eu une guerre au Karabakh il n'y a pas si longtemps, il y a des guerres un peu partout. On n'en parle pas autant. Alors peut-être parce que cette guerre a déjà une proximité géographique plus importante que le Yémen. C'est la théorie du mort au kilomètre. Plus c'est proche, plus on va en parler. Peut-être parce qu'elle met en scène, pour la première fois depuis très longtemps, un pays doté de l'arme nucléaire qui livre une véritable guerre. Voilà, peut-être parce qu'elle met en scène non pas n'importe quel pays disposant de l'arme nucléaire, mais la Russie de Poutine, qui est malgré tout l'un des personnages majeurs de ce début de siècle et l'un des personnages depuis longtemps très controversé. Donc forcément, on en parle beaucoup. Et peut-être parce qu'il y a cette question des répercussions économiques qu'il va y avoir sur nous à cause des sanctions, mais aussi à cause de notre dépendance énergétique, de la dépendance énergétique d'une bonne partie du continent européen aux ressources russes. Je pense qu'il y a à peu près tout ça à la fois, qui fait que la guerre monopolise désormais les sujets de conversation, monopolise les débats politiques, monopolise la campagne depuis de ça quasiment un mois maintenant, enfin quasiment 3 semaines. Ce qui est quand même pas mal, mais qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain parce qu'il faudra parler de la présidentielle, ou alors les médias sont encore plus cyniques que ce que je pensais. Mais non, ça ne va pas s'arrêter tout de suite, et ça va être encore du temps où on va parler de cela, et là encore, c'est légitime d'en parler, sans parler des autres enjeux qui pèsent. Là où je vois cependant un côté positif, outre ce que tu as dit sur le fait d'aborder la question des hydrocarbures, d'aborder la question également du blé, parce que l'Ukraine et la Russie sont tous les deux des plus importants producteurs de blé au monde. Des questions fondamentales oubliées depuis longtemps. Voilà.
Voilà, bon, en France, on produit aussi du blé alors qu'on ne produit pas de pétrole, mais ça nous touche de moins, mais ça va quand même nous toucher parce qu'on est des grands consommateurs de pain, des grands consommateurs de pâtes. Voilà, donc là où, oui, je termine ce que je voulais dire. Là où cette question, cette résurgence de la question géopolitique pour moi est quand même assez salutaire dans le débat, c'est que et j'ai eu l'occasion, dans les 2 premières émissions déjà, d'en parler abondamment. Et ben, l'international, c'est le ressort du chef de l'État, du président de la République, l'international et la défense. C'est-à-dire qu'on est en plein dans les missions présidentielles et je trouve que les dernières campagnes présidentielles s'éparpillait un peu, il y avait n'abordait que peu ces sujets. Alors c'est un peu la confusion entre l'exécutif et le législatif. On en a parlé abondamment dans notre précédente émission. Je trouve plus approprié que le débat sur le nombre de tranches d'impôts et l'âge de départ à la retraite se fasse au moment des législatives qu'au moment de la présidentielle, parce que les prérogatives du président de la République, on les voit très bien quand on est en période de cohabitation. C'est l'international et c'est la défense. Et le reste, notamment toutes les questions sociales, économiques, qui sont des questions absolument cruciales, ne sont pas des prérogatives du président. Or, là, on va voter en avril prochain pour élire le président. Et pour ça, je trouve que, même si le débat est totalement phagocyté par la guerre russo-ukrainienne, in fine, ce n'est pas plus mal d'avoir un retour des vraies questions relatives aux fonctions du chef de l'État dans cette campagne. Alors, beaucoup de choses. Il me semble que ta conception du débat présidentiel est insuffisante pour une raison très simple, bien que les questions régaliennes, affaires étrangères, sécurité, armée, etc., soient constitutionnellement l'exclusivité du président, la campagne présidentielle, qui débat de vision de la France, etc., charrie par nature tous les sujets. Ce qui ne veut pas dire que le président doit s'engager, puisque je connais ton aversion pour des programmes trop détaillés, etc. Ce qui ne veut pas dire que le président doit devenir un Premier ministre bis, ce qui est trop devenu dans le cadre du quinquennat, mais l'existence de ces thèmes dans le débat public est très légitime lors d'une campagne présidentielle, parce que tu le vois bien toi-même, un petit peu le paradoxe de la fonction présidentielle. À la fois, c'est des grands sujets par domaine, et en même temps, l'interdépendance du réel fait que la question, on le voit très bien avec ce qui se passe, la question internationale des hydrocarbures impacte immédiatement le pouvoir d'achat et la question du nombre de stations essence dans la diagonale du vide qui dépend de la bagnole. Et, laisse-moi terminer, on en revient rapidement aux gilets jaunes. Et ce n'est pas par amour de faire des matrioshkas théoriques que je dis ça. C'est le réel. D'ailleurs, il suffit de le voir. Crise internationale, augmentation tous les jours du litre à la pompe, et derrière, toutes les questions posées par les gilets jaunes sur la mondialisation, les territoires abandonnés, etc., reviennent au premier plan. Ça impactera beaucoup moins ceux qui ont un pass Navigo, cette histoire, que ceux qui dépendent de la bagnole. Or, l'unité de la nation, dans toutes ses dimensions, sans devenir ministre de l'économie ou de l'agriculture, d'accord ? L'unité de la nation dans toutes ses dimensions est bien évidemment du niveau d'une campagne présidentielle et d'un président de la République. Je vais être d'une démagogie notoire et ne croyez pas que je sois monarchiste, mais autant le programme précis sur l'agriculture, c'est peut-être pas de l'ordre du président, autant le malheur des agriculteurs, c'est de l'ordre du président. C'est ça le paradoxe de la fonction présidentielle. Bon. Ça, c'était un point par rapport à ta conception de la campagne présidentielle. Alors, si je peux rebondir tout de suite sur ce point avant de te laisser… Non, je promets, ça ne va pas durer très longtemps. Tu pourras rebondir surtout. Je résume en disant ton agacement contre le dévoiement de la fonction et du débat amenant à la fonction est compréhensible, mais ne restreignons pas non plus le grand débat national. Toi-même, tu es un pragmatique.
Même si la présidentielle n'est pas faite pour ça, si les Français veulent faire de la présidentielle un débat sur la taille des carottes, on fera un débat sur la taille des carottes parce que c'est un peu l'humeur populaire qui décide du débat. C'est la conséquence de la démocratie. D'un côté, tu as la table des matières de la critique de la raison pure démocratique. De l'autre côté, tu as l'usage. Hein, c'est comme les règles de la grammaire et l'usage pour une langue. Bon, ben, à la fin des fins, ce qui fait foi, c'est la langue parlée. Ce n'est pas malheureusement la grammaire. Voilà. Premier point. Donc, d'une certaine manière, et on en avait parlé à la fin de la précédente émission, la démocratie est aussi ce que le peuple en fait. Hein. Donc, si le peuple il avait envie de parler d'informatique, on aurait parlé d'informatique. Bon. Deuxièmement, et je ne crois pas que le peuple soit si conditionné que ça par les médias, etc. etc. Ça, c'est un autre sujet, mais je pense qu'il faut quand même se dire que le débat que l'on a est aussi le débat accepté par les gens. Hein. Un grand journal, si ça ne vendait pas, il ne ferait pas sa une sur X ou Y. Voilà. Donc, à la fin des fins, il y a aussi quand même une sorte de consentement passif de la population à ce qu'on lui propose. Elle n'écrit pas les sujets, mais elle valide ou pas les sujets. Ça. Deuxièmement, par rapport à l'international, je ne sais pas si notre public, toi je crois que tu le sais, connaît cette fameuse phrase de Pompidou, peut-être le dernier grand président de la Ve République, qui disait « L'international ne peut pas faire gagner une élection, mais il peut la faire perdre ». Or, c'est là où ce qu'on vit est assez intéressant. L'international est en train de faire gagner une élection. Macron n'était pas en danger, mais Macron a gagné 4 points dans un réflexe légitimiste suite à une crise internationale. Encore plus. Voilà, mais il a une progression inattendue. On s'attendait à ce qu'il baisse un peu parce que dès lors que tu es candidat, tu es plus dans l'arène, etc. Ben non, hop, il monte. Et c'est vrai que cette phrase de Pompidou m'intéresse parce que non, il a raison normalement. Dans un régime normal d'un pays en paix, il a raison. L'international fait perdre des points, n'en fait pas gagner. C'est comme l'épreuve d'anglais au concours. Généralement, ce n'est pas ça qui te qualifie pour l'oral, mais ça peut te disqualifier à l'écrit. Là, pour le coup, c'est en train de faire gagner une présidentielle et en train de la faire gagner d'une manière, en apparence, bien plus légitime qu'au départ. C'est-à-dire que le Macron à 24, si on prend juste la photographie de 2017 et le Macron à 31, etc., on a vraiment l'impression qu'il a conquis une part importante de l'électorat de droite, notamment sur son quinquennat, alors que les sondages qu'on avait avant la crise ukrainienne étaient beaucoup plus proches de 2017 que maintenant. Donc, il y a l'idée d'une progression politique, enfin, mais trompeuse. On voit bien que c'est trompeur et se posera la question d'ailleurs de la légitimité concrète du quinquennat Macron parce que tout le monde comprend très bien que même lui-même, je pense, que la retraite à 65 ans n'est pas signée par cette campagne. On n'en a pas débattu. Enfin, ça, voilà. Ça, c'était mon premier point. Et mon deuxième point, c'était par rapport au fait que tu disais que ça confisquait les autres sujets. Tu n'as pas parlé de vol, comme des candidats en parlent dans leur rôle de candidat, mais tu as parlé de confiscation, si je résume. Bon. Pas de vol, mais de confiscation. Je ne suis pas d'accord. Pour la raison que je te disais, c'est que c'est nouveau ce qu'on vit. Tu aurais eu raison dans le monde décrit par l'adage de Pompidou. Ça fait perdre des points, ça n'en fait pas gagner. Sauf que là, c'est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. L'exemple parfait, c'est le statut de fournisseur officiel d'hydrocarbures de l'Europe et quand même de la France, hein, 30% pour le gaz. C'est pas rien. Enfin, je veux dire, c'est pas nous, les particuliers, qui vont être impactés, c'est les usines. Donc, c'est en plus la France populaire, la France gilet jaune. Il faut se rendre compte que même si on n'a plus beaucoup d'industrie, cette crise touche ce qui restait. C'est pour ça que je te dis que par tous les bouts que tu le prennes, ça touche la souveraineté. Ce qui restait d'industrie, une des bases matérielles de la souveraineté, dépend du gaz russe. Les grosses entreprises mondialisées, mais encore à tradition ouvrière. Total a une tradition ouvrière encore très forte. Il faut aller à Fos-sur-Mer pour se rendre compte qu'il y a du prolo à l'ancienne. Impacté par les sanctions, etc., etc. Pareil, d'ailleurs, soit dit en passant pour les salariés de Carrefour et d'Auchan, parce que si Carrefour et Auchan font faillite en Russie, ça aura un impact sur leurs conditions sociales et éventuellement leur emploi en France. Donc, le marché russe est bien plus important qu'on ne le dit. Juste petite précision, je sais que je dis beaucoup de choses, mais petite précision. On a une doxa américaine qui nous dit que la Russie, c'est peanuts. C'est pas si peanuts que ça, et tu l'as bien rappelé. Et d'ailleurs, tout le monde le redécouvre un peu. Tout le monde savait pour le gaz et le pétrole, mais le blé et l'impact, enfin l'exposition des entreprises françaises en Russie, c'est pas rien. Je crois que pour beaucoup d'entreprises, la Russie, c'est le deuxième marché mondial dans leur chiffre d'affaires. Donc, ça a un impact énorme. Nos sanctions ne sont pas si faciles que ça à mettre en place, politiquement et socialement. Et donc, voilà, ce que je veux te dire, c'est que je pense que
ce sujet-là, paradoxalement, ne confisque pas les autres sujets de la campagne, simplement les met en abîme d'une manière inattendue. C'est un point de vue international, extérieur, mais qui nous ramène d'une manière quasi référendaire, en sautant tous les intermédiaires, à la réalité la plus concrète. De la crise en Ukraine au prix à la pompe, de la crise en Ukraine à la situation de la diagonale du vide, de la crise en Ukraine, des sanctions, etc., à ce que vit 60 millions de Français, enfin pas 60 millions de Français, 40 millions de Français, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les territoires abandonnés, enfin déshérités de la mondialisation, et qui, sans être pro-Poutine, étaient des territoires souvent assez nuancés sur Poutine. Ils n'avaient pas la condamnation des classes métropolitaines sur Poutine parce que, pour plein de raisons qu'on ne va pas détailler ici, ce serait trop long, mais que ce soit l'image de l'homme fort, que ce soit l'image de la souveraineté nationale, etc., il y avait non pas une poutinophilie, mais, comment dirais-je, un scepticisme sur les droits de l'homme et un certain, par défaut, Poutine, c'est pas si mal. D'ailleurs, on pourrait assez facilement, je pense, reprendre la carte électorale du non en 2005 et, si jamais c'était possible, la carte des poutino-nuancés, ça devrait à peu près converger de ce qu'on peut lire et voir à droite et à gauche. Voilà. Et ce n'est pas du tout une critique de ces gens-là. Je termine juste là-dessus. Je pense que Poutine, dernier point, Poutine et la Russie étaient devenus un marqueur politique français. Il y a des faits, donc l'extrême droite, ou ce qu'on appelle l'extrême droite, alliance financée, disant du bien de Poutine. On avait les cathos traditionnalistes, on avait le Rassemblement national, on avait du Zemmour quand même dans ses émissions avant d'être candidat. Mais, et pour avoir été professeur en France, là je peux en témoigner personnellement, j'ai vu des profils sociopolitiques d'élèves très variés, reconnaître en Poutine un dirigeant, et c'est pour ça que je te parlais du non au référendum, y voir une image de souveraineté. Poutine était un marqueur politique, c'est d'ailleurs pas pour rien que, au-delà même de la question matérielle des hydrocarbures et de l'impact économique, je pense qu'il y a un impact symbolique très fort et peut-être même une forme de déception chez beaucoup de citoyens français, qui dans les sondages d'ailleurs étaient parmi les moins réticents à Poutine. Alors, beaucoup de choses à dire. Alors, pour reprendre, j'aimerais quand même rappeler que, alors certes, il y a eu tu as parlé de Poutino nuancé, mais bon, globalement, Poutine jouissait d'une image très mauvaise en France avant même le début du conflit. C'est-à-dire, tu parlais de la carte du non au référendum de 2005. Le non l'avait emporté avec 55%. Il n'y avait pas 55% de Français qui avaient une bonne image de Vladimir Poutine. C'était bien inférieur. Même avant le début de la crise, si on allait chercher à 25-30% des Français qui avaient une bonne image de Vladimir Poutine, c'était bien le maximum. Et quand je dis bonne image, c'était vraiment, disons, ceux qui n'en avaient pas une trop mauvaise image. Il était rare en France de discuter avec des gens qui te chantaient les louanges de Vladimir Poutine. Certains, notamment chez les souverainistes, jugeaient, et ils avaient raison, que il fallait sortir de la démonologie poutinienne et des procès en sorcellerie qui lui étaient faits. C'était donc ce que tu as appelé des poutino nuancés. Ce n'était pas une majorité de Français, très loin de là, qui étaient poutino nuancés. Si, je suis désolé, ce n'était pas 55% des Français qui avaient une opinion favorable de Vladimir Poutine, très loin de là. Ensuite, j'aimerais revenir sur la question des institutions. La question des institutions en France, je suis tout à fait d'accord. Tu as dit qu'il y avait un lien avec le prix de la pompe et donc que ça concernait aussi la vie quotidienne des Français. C'est tout à fait vrai, mais là, on est encore dans l'international et les conséquences de l'international sur la vie quotidienne des Français. Donc pour moi, oui, évidemment, toutes ces questions-là sont des prérogatives du président parce que le président mène une politique internationale principalement parce qu'il sait que toute politique internationale a des retombées sur la vie quotidienne des Français. Donc là, on est encore, pour moi, tout à fait dans ce que je disais et je m'en réjouis. Pour moi, ce n'est pas du tout un dévoiement de la fonction qu'un président soit soucieux des hydrocarbures des Français parce que la France n'est pas un producteur d'hydrocarbures. Donc, ces hydrocarbures, il faut aller les chercher. Et donc, c'est le jeu de la géopolitique et le jeu diplomatique à ce niveau-là. Donc ça, je suis complètement d'accord. Et j'aimerais encore revenir là-dessus. Tu disais que
à chaque élection présidentielle de tout temps, comment dire, des sujets qui n'étaient pas de ce que j'appelle la chasse gardée présidentielle s'invitaient dans le débat. C'est tout à fait d'accord, c'est tout à fait évident, je suis d'accord avec ça, c'est empirique, il suffit de regarder toutes les élections présidentielles pour le constater. Deux petites nuances que j'aimerais apporter. La première, c'est que il y a un certain nombre de candidats qui, sur ces sujets-là, n'ont strictement rien à dire. Donc, du coup, ils parlent d'autre chose. C'est logique, ça me paraît assez évident. Il y a des candidats qui n'ont jamais rien à dire sur les questions internationales et qui, bon, bah, dans ces cas-là, quand tu les écoutes, c'est généralement d'une platitude totale et ils choisissent un autre, d'autres axes. Et c'est la deuxième chose que je veux dire. Au bout d'un moment, les idées qui sont dans les campagnes n'émergent pas spontanément. Ce sont des idées qui sont décidées par les candidats, par les équipes autour des candidats. À partir de ce moment-là, quand une idée émerge spontanément, généralement, elle ne le fait pas pendant la campagne présidentielle. Elle le fait à d'autres moments. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, certaines idées sont apparues dans le débat alors qu'il n'y avait pas d'échéance présidentielle. Dans l'échéance présidentielle, les idées, ou bien il y a un fait d'actualité, comme là actuellement avec la guerre en Russie, qui les fait arriver, et donc du coup, on en parle, ou bien c'est Sarkozy et la défiscalisation des heures sup, Mélenchon en 2012 avec l'idée du salaire maximum, etc. Les idées s'imposent parce que les candidats veulent en parler. Bon, bah, moi, je suis désolé. Pour moi, le président de la République, il n'est pas là pour faire campagne sur la suppression du permis par points. Ça me paraît quand même assez aberrant. Et là, pour le coup, il n'y a même pas de répercussions, sur des affaires internationales. On est vraiment là dans la mesurette gadget pour gagner des voix. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Si un candidat l'a fait, et puis d'autres candidats ont fait autre chose. Les 14 tranches d'impôts de Mélenchon, la dernière fois, c'était un petit peu pareil. Pour moi, ce ne sont vraiment pas, ça n'a pas sa place dans une élection présidentielle. Après, les institutions ont été tellement dévoyées qu'effectivement, maintenant, le réel s'impose et on sait qu'on va élire non pas un président, mais un super Premier ministre. Et donc, du coup, tous ces programmes ont émergé. Ça, je suis tout à fait d'accord, le réel s'impose. Mais pour moi, c'est un dévoiement que je trouve important de dénoncer à chaque fois que l'occasion m'en est donnée. Ensuite, pour continuer sur ce que tu disais au niveau de la place des grands groupes français en Russie et des conséquences pour le coup des sanctions, c'est assez évident que oui, il va y en avoir. On mène des sanctions, va y avoir, on parle, il y en a déjà d'ailleurs, on parle du prix à la pompe, on va parler de l'éphéméride du blé, etc. C'est quelque chose qui, pour moi, si ça dure dans le temps et si ça s'accentue encore, peut se retrouver à avoir une influence importante sur le vote des Français. Je pense que, comme on dit, le timing sera un petit peu trop serré pour que ça joue avant la présidentielle. Mais si le litre d'essence prend encore 50 centimes dans le mois qui vient et 50 centimes dans le mois d'après, bon, j'exagère, hein, j'extrapole, ce sera sûrement pas à ce niveau-là, mais c'est un ordre d'idée, etc. C'est au niveau des législatives que ça peut faire assez mal. Et on pourrait avoir je sais que tu es sceptique là-dessus. On ne sait jamais. Rappelons que le processus de confirmation du président par les législatives, depuis le début du quinquennat, n'a pas connu le moindre coup d'arrêt. Néanmoins, j'ai toujours en tête la campagne de 2007 où Sarkozy était arrivé très largement en tête au premier tour, mais où avait eu et avait remporté assez nettement le second tour, mais où le nombre mais avait perdu des députés au moment des législatives par rapport à la majorité dont disposait Chirac dans le mandat d'avant, précisément parce qu'il y avait une campagne qui avait été menée sur la TVA sociale. Et il s'était retrouvé avec Pardon ? C'est Fabius face à Borloo, surtout. Oui, c'est Fabius. Oui, mais c'est Fabius qui avait initié ça.
et qui avait brandi ce thème assez brillamment d'ailleurs, enfin c'était assez bien joué politiquement, ce qui fait que du coup, je crois qu'ils avaient eu 380 députés ou 390 députés entre 2002 et 2007, et ils en perdent entre 60 et 70 par rapport à la majorité précédente qu'ils avaient en 2007. Donc on sait que ça monte assez vite, une grogne, et s'il y a N'oublie des pas sujets de 2002, hein. mécontentement, les Français voteront contre. Ça, c'est évident. N'oublie pas 2002, parce que en termes de procédure de validation, le post 21 avril 2002 a quand même donné une majorité à l'UMP et ses alliés qui était anormale, même avec même avec le quinquennat, machin, etc. C'était aller très loin dans une sorte de contre-coup du trauma du 21 avril. Oui, bien Quand sûr, même c'était aller très nuancer loin, le mais débat. ils avaient quand même perdu pas mal de députés. Et Ah plus que ce oui, qu'on pourrait imaginer, d'autant plus que Sarkozy en 2007 était un personnage, comment dire, vu comme étant plus dynamique et plus porteur d'un avenir que ne l'était Chirac en 2002, qui était juste une sorte de père de la nation, mais qui était en même temps déjà super menteur, qui était pas, comment dire, qui était, comment dire, le vote Chirac en 2002 n'était pas un vote d'adhésion, le vote Sarkozy en 2007 en était un pour les Français. Il n'y a qu'à comparer leur score de premier tour. Chirac fait 19% en 2002, Sarkozy 31% en 2007. Il y avait vraiment quelque chose. Il y a eu un moment Sarkozy en France, et malgré ça, il perd des députés par rapport à 2002. Donc je pense que les conséquences politiques à moyen terme peuvent être, malgré tout, doivent être à surveiller. écoute, assez rapidement, cette campagne présidentielle devrait être l'occasion de confronter des visions de la France. Et tel qu'on devrait le souhaiter d'après les institutions, l'esprit des institutions et l'exigence que chacun peut avoir de la politique au plus haut, au sens noble du terme, etc. Bon. Donc au mieux, des débats sur les visions de la France. Et pour revenir au point de départ, à mon point de départ en tout cas, je te disais que pour moi, il y avait un paradoxe d'un côté où il n'y avait jamais eu autant de sujets par essence politiques pour une nation en plus, et une absence de campagne, et donc comme si nous subissions le retour de la politique au lieu de le choisir, parce que de fait, on n'en débat pas et donc on ne peut pas se l'approprier. Ça, c'est un problème démocratique, mais par rapport à ce qu'on disait dans l'émission précédente, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Donc j'ai tendance à être un petit peu à l'image du peuple là-dessus. Le débat se fait en moi-même, il ne se fait pas sur la place publique. Ça a bien des limites et c'est bien source de confusion, de malentendus et de violence. On parlera, et c'est une évidence, la légitimité du futur probable quinquennat Macron sera très entamée par cette absence de campagne. Mais malgré tout, tout le monde s'y résigne et tout le monde se fait son débat avec ses amis, en soi-même, etc. Cependant, il y a une vertu, malgré cette situation paradoxale et assez déceptive, c'est-à-dire assez décevante du point de vue des attentes légitimes que l'on pourrait avoir. Il y a une vertu, c'est que cela sort tout le monde de ce que j'appellerais un provincialisme politique. Je m'explique en un mot. On l'a vu notamment avec ce qu'on a appelé les populismes depuis pas mal d'années, le retour du thème de la France, et non plus les thèmes gestionnaires des années 80, 90, 2000. Et ça a eu de multiples noms, mais je pense l'identifier assez clairement, c'est le retour du thème de la France. Ça, factuellement, c'est le cas. La France est redevenue un objet de débat en tant que tel, ce qui n'était pas le cas avant, hein, quand on y pense. Même le traité constitutionnel européen, le référendum de 2005, c'était la France, mais qui ne disait pas son nom. Ce n'était pas le thème qui disait son nom. On parlait de l'Europe, etc. La France était évidemment dedans, mais indirectement. Puis, je pense que c'est ça l'événement politique matriciel, post-référendum, etc., la France réapparaît comme thème. Et d'où l'immigration, etc. Alors, ça prend des biais différents, mais Mélenchon a intitulé son parti La France Insoumise, son mouvement gazeux, pardon. Comme quoi, tu vois, le gaz russe est partout. Mélenchon a intitulé son mouvement gazeux La France Insoumise, les drapeaux français déjà du temps de Ségolène Royal en 2007. Enfin, on voit que la France est un thème qui est de retour. La France telle qu'on la parle, c'est-à-dire telle qu'on la parle, pardon. Là, je ne parle pas bien français en plus. La France telle qu'on en parle quasiment dans un cours d'histoire un peu Troisième République, c'est-à-dire le drapeau, la souveraineté, les grands principes, etc. Comme quoi, il y avait un sujet là-dessus. Et en tout cas, un désir populaire de parler là-dessus. Or, la crise en Ukraine, définitivement, nous sort du provincialisme politique
dans lequel nous condamnait même certains candidats au début de cette campagne. Je vais prendre l'exemple de Zemmour, qui est très la France, la France, la France, par ses livres, par ses propos, etc. Zemmour nous parlait de la France en survie, en menacé de disparaître par l'immigration, etc. Or, ce qui était intéressant, c'est que Zemmour nous parlait d'une France non pas rétrécie au sens où je jugerais moralement ou politiquement son programme, c'est pas ça, mais Zemmour nous parlait d'une France rétrécie au sens où, pour lui, la politique ne devait parler que de la France quasiment isolée de ses réalités internationales. Or, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans le monde. Qu'on le veuille ou non, nous sommes interdépendants du monde. Et ce n'est pas parce que j'aime l'international que j'ai envie que tout le monde en parle. Et ce n'est pas une envie de CSP+, de capital culturel d'en parler pour répondre à toutes les objections faciles qu'on pourrait me faire. Très honnêtement, il y avait un provincialisme français un provincialisme, pardon, pas français, un provincialisme du débat politique français qui parlait de la France d'une manière très étonnante. Des gens qui voulaient la grandeur de la France, mais qui en parlaient comme d'une région. Je pourrais prendre un exemple pour être très clair. De Gaulle parlait à la France de chaque foyer, de la France de chaque foyer, tout en faisant des dissertations de géopolitique à la télé. Voilà. Pour prendre l'image d'Épinal, le général de Gaulle, etc. Pareil pour Pompidou, pareil pour Mitterrand. Chirac, encore un peu, puis après, c'est fini. Et c'est ça qui est assez marrant. C'est-à-dire qu'ils ont tous la grandeur de la France à la bouche. Ils en parlent comme d'une région, même pour les souverainistes, éventuellement pour ceux qui veulent quitter l'Union européenne, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on pourrait y voir, si on fait un petit peu de sociologie culturelle au long cours, on pourrait y voir le passage de Gaulle à Jean-Pierre Pernaut. Je ne sais pas, je vais prendre cette image emblématique. Jean-Pierre Pernaut, le fameux JT de 13 heures de TF1 qui parlait de la France profonde, etc., m'a toujours fait marrer parce que tout le monde disait qu'il parle de la France des territoires, mais il parlait d'une France des territoires carte postale. C'est-à-dire que la vraie France des territoires n'était pas dans le JT de TF1 de Jean-Pierre Pernaut. On avait des exemples, souvent factuellement, d'artisans derniers représentants de leur artisanat, qui n'était plus du tout la réalité des villages. C'est-à-dire que la réalité des villages, c'était le vieillissement, l'absence de jeunes, la fermeture de l'école, etc. Or, ce n'était pas dans le JT de TF1 de Jean-Pierre Pernaut. Il y avait quand même une assez importante, alors ça, pour reprendre les clichés anti-Jean-Pierre Pernaut, il y avait quand même une assez impressionnante absence de jeunes dans les JT de Jean-Pierre Pernaut. Non, mais de fait, mais oui, c'était pas le mais c'était pas le thème, c'était jamais le prisme par lequel les choses étaient abordées, je te l'accorde tout à fait. Je n'ai pas versé dans le cliché anti-Jean-Pierre Pernaut, Non. Je remarque que le provincialisme français, bien sûr. Sous le couvert d'exaltation de la France, et Jean-Pierre Pernaut a été pour beaucoup un dernier des exalteurs au relent pétainiste, disait-il, etc., de la France. Mais ce qui était marrant, c'est que même le JT de TF1 de Pernaut ne parlait pas de la France. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que les derniers à avoir parlé de la grandeur de la France intriquée dans l'international, ce sont les ouvriers et ce sont, qui n'étaient pas que des ouvriers, les gilets jaunes. Parce que la diagonale du vide, c'est la mondialisation. Donc, quand tu parles, et là, pour le coup, le lien est direct et ce n'est pas une construction intellectuelle tirée par les cheveux, quand tu parles de la diagonale du vide, tu parles d'une délocalisation à Shenzhen. D'ailleurs, je pense que les ouvriers connaissent à peu près la carte de l'Est de la Chine où leur usine est partie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui, moi, me frappe. C'est-à-dire qu'il y avait un provincialisme du débat au nom de la grandeur de la France. Et quand la question de la nation, de sa place, suit-on les Américains ou non? Puisque l'émission va bientôt se terminer, mais on n'en a pas parlé, mais on pourrait poser énormément de questions, et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire qu'on aurait dû, mais le temps étant limité, on aurait pu se poser la question, la condamnation de l'agression russe en Ukraine, oui, suivre tous les autres sur les politiques de sanctions, ça aurait pu être un sujet du débat présidentiel. Mais et je terminerai là-dessus, excuse-moi, j'étais un petit peu long. Je pense que ce qui est marrant, c'est que quand l'histoire frappe à la porte, on est encore animé de notre complexe d'infériorité. Alors, Giscard avait raison, on est devenu vraiment une puissance moyenne, y compris dans notre représentation de nous-mêmes. Oui, alors ça, là-dessus, alors tu dis qu'on est devenu une puissance moyenne en citant cette phrase de Giscard. Moi, me revient une phrase de François Mitterrand
et qui disait, je crois que c'était en 81, l'année de son élection peut-être, je ne crois pas que la France puisse faire autre chose aujourd'hui que passer entre les gouttes. On est vraiment dans cette, dans Ouais, cette, dans complexe cette d'infériorité. voilà, dans un complexe d'infériorité, je trouve assez flagrant. Donc oui, et puis une campagne, oui. Alors comment dire, c'est cette image de la France charriée, y compris par les candidats qui se réclament de la grandeur de la France, tient et en filigrane par Jean-Pierre Pernaut également, dans ces journaux, tient un petit peu de l'image d'Épinal et le reproche d'une France un peu fantasmée, tout à fait, me semble assez pertinent. C'est-à-dire qu'on est Et vraiment surtout dans… petite. Pardon? Et surtout petite. C'est quand Et même une petite France qui se aussi, représente comme petite, hein. Enfin, je veux dire, et petite aussi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, et petite à la fois par son manque d'ambition, et par l'aspect dérisoire qu'elle montre, qu'elle montre au monde. On est vraiment comment dire, tu le disais toi-même, c'était un exemple que j'avais trouvé bien trouvé, que j'avais trouvé particulièrement bien senti, c'était le dernier artisan qui savait faire ceci dans le Haut-Poitou, quoi, un savoir-faire qui est évidemment extrêmement noble, et le jour où ce paysan, où cet artisan s'arrête, c'est un savoir-faire peut-être millénaire qui meurt avec lui. Mais ce n'est pas ça qui fait la France du tout. Et c'est une France qui se regarde le nombril. Et quand on se regarde le nombril, malheureusement, c'est difficile de garder la tête haute, d'un strict point de vue morphologique. Donc, la nécrologie française au service de la grandeur, fallait le faire quand même. Et on le fait oui, depuis 30 ans, bah quoi. voilà, et pourtant le bâtiment français dans lequel tout le monde rêve d'entrer, c'est le Panthéon. Donc là-dessus, la nécrologie est toujours au service de la grandeur dans une certaine vision de la France, hein, qui travaille à son propre. Les hommes d'État français ont beaucoup travaillé dans la perspective de leur propre embaumement, je dirais. Mais tu as parlé tout à l'heure, et c'était un sujet assez intéressant, je trouve, sur la question des. Tu as mentionné les souverainistes français. Et je trouve que c'est assez stupéfiant, en fait, de constater que, alors qu'il y a eu les gilets jaunes, que tu mentionnais, alors qu'il y a eu le Covid, que je mentionnais, alors que là, s'affirme encore une fois la prééminence des thèmes géopolitiques, et donc l'idée d'avoir une France qui, quelque part, compterait dans le concert des nations. Les souverainistes sont totalement inaudibles sur tout sujet. Alors, les souverainistes ont beaucoup été caricaturés, c'était le reproche dont j'ai parlé en début d'émission, d'être des pro-Poutine. Et ils le sont toujours, hein, on le voit, ça marche bien pour faire descendre Éric Zemmour actuellement dans les sondages. C'est moins efficace visiblement sur Jean-Luc Mélenchon, qui grimpe légèrement encore en ce moment, bien qu'étant attaqué partout à gauche sur ce sujet. Mais la souveraineté de la France est à peu près absente. Mélenchon, puisque je parlais de lui il y a 5 ans, parlait énormément d'Europe. On avait le plan A, le plan B, et bon, comme on n'est jamais à une caricature près, il était catalogué en Frexiteur, ce qui est bon, très très exagéré, mais il mentionnait la possibilité de recourir au Frexit si jamais le plan A qu'il avait imaginé ne marchait pas. Marine Le Pen faisait une campagne extrêmement souverainiste il y a 5 ans. Tout le monde aura noté, d'ailleurs il ne s'en cache même pas, et c'est un nouveau revirement, que bon, au Front National, plus personne ne veut sortir de l'Union européenne et plus personne ne veut sortir de l'euro. Le candidat souverainiste par excellence, François Asselineau, qui lui pour le coup veut sortir de l'euro, veut sortir de l'Union européenne, veut sortir de l'OTAN, François Asselineau n'a pas eu ses 500 parrainages, il ne sera pas à la campagne présidentielle. Alors on me dira, il reste Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, certes, actuellement dans les sondages, il est au-dessus d'Anne Hidalgo, mais comme tout le monde est à peu près au-dessus, comme tout le monde à peu près est au-dessus d'Anne Hidalgo en ce moment, ça ne veut pas dire grand-chose. Il est à 2,5%. Il est absolument inaudible et il ne représente quasiment plus personne. Enfin, personne ne sait à quoi il sert. Les souverainistes français sont totalement aux abonnés absents. On ne les entend pas du tout. Ce qui, moi, me laisse penser que finalement, euh, le souverainisme français a toujours été un objet assez curieux.
déjà en proie à de très très larges divisions. Les souverainistes de gauche et les souverainistes de droite, pour caricaturer un petit peu, assez inconciliables, qui ne peuvent se retrouver que précisément lors de référendums. Mais pour une élection, il y aura toujours, in fine, je pense, le sujet de l'immigration qui cristallisera les oppositions entre souverainistes de gauche et souverainistes de droite et rendra la possibilité d'une victoire souverainiste très très incertaine. Il en faudrait beaucoup. A contrario, tu parlais de projets géopolitiques et d'ambition dans la France. Ceux que, par opposition aux souverainistes, on caricature parfois comme étant des mondialistes, eux, ont le mérite à la fois de la cohérence et font bloc. C'est toujours plus facile, on dira, de faire bloc quand on est au centre parce qu'on peut agréger que quand on est d'un des deux côtés de l'échiquier. Ça, c'est assez net, mais il y a une montée en puissance de Macron qui, je pense, ne tient pas seulement à ce que je disais en début d'émission, c'est-à-dire l'effet légitimiste et sa communication, quoi qu'on pense de cette communication d'ailleurs, mais qui tient aussi au fait qu'il agrège autour de lui et soude encore un tout petit peu plus autour de lui en rassemblant davantage tout ce bloc qui finalement pense comme lui sur les questions internationales et sur la place de la France, donc la nécessité de faire bloc avec les autres pays européens à ce niveau-là. Je pense vraiment. Le paradoxe concernant, tu as raison sur l'objet curieux qu'est le souverainisme, et on peut les juger assez sévèrement parce que l'actualité depuis des années leur sert des arguments Boulevard sur boulevard. et ils n'en ont jamais profité. Et tu sais quoi, je vais être assez pragmatique, même s'ils ne se sont pas unis, l'un aurait pu l'emporter sur les autres et rafler la mise. Hein. Même bon, ils n'ont pas été bons. Ce qui est assez frappant, c'est que c'était un élément très important de la campagne de 2017 de Macron, si on parlait de son optimisme et de sa joie, quasi ravi de la crèche. Et le seul à parler de grandeur de la France de manière cohérente et convaincante sur le plan électoral et intellectuel, bah, ça va être justement Macron et ces gens-là, avec paradoxalement la grandeur de la France au service de la souveraineté européenne et de l'OTAN. Donc, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que esthétiquement parlant, ceux qui te font chanter un peu les drapeaux, bah, c'est ceux qui te mettent le drapeau européen sous l'arc de triomphe. Voilà. Alors, tu disais, c'est plus simple quand on est au centre. C'est plus simple aussi quand on est politiquement et économiquement dans une position de domination. Pour être très clair. Ce qui est généralement le cas quand on est au centre. Voilà, mais l'ordre international, et notamment économique, de la mondialisation, sert cette idée de souveraineté européenne, d'OMC, etc. Donc, il faut être honnête, c'est plus difficile d'être souverainiste parce que tu es contre-courant que d'être, je ne veux pas dire mondialiste, parce que c'est un terme connoté dans le débat auquel je n'ai pas forcément envie de m'impliquer, de me positionner par rapport à ce terme, mais quand tu es libéral et atlantiste, ça très clairement. Et Macron, qui avait décrété la mort cérébrale de l'OTAN, n'a rien fait de signifiant pour soit ranimer l'OTAN, bon, il n'y en a pas la puissance, soit ranimer l'indépendance française sur un plan technologique et militaire. Voilà, je ne parlerai pas de nos fameuses turbines Arabelle, qui, quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, a autorisé la vente de… Comment s'appelait l'entreprise déjà? Celle qui les produisait. Ce n'était pas Alstom, mais c'était… bref, les gens pourront regarder Turbine Arabelle aux Américains. Et aujourd'hui, au nom de la souveraineté, par acte symbolique et de communication, on les rachète à vil prix. C'est-à-dire qu'on va les racheter très très cher sans même racheter les brevets. Donc bon, on va acheter 3 turbines très chères sans acheter l'autorisation de les produire. Il faut quand même le faire. C'est ça la réalité. Hein. Donc, je voudrais reprendre un sujet et ensuite on termine sur la communication de crise de Macron. Un exemple très concret, parce qu'il faut être aussi force de proposition quand on débat, toi et moi, pour tout le monde. On aurait pu parler depuis des années, on ne l'a jamais fait, du nucléaire.
sans faire, en gardant, je ne suis pas pour des cours de catéchisme patriotique, mais en étant honnête et en disant l'indépendance de la France passe par ces installations-là, passe par ce bassin d'emploi-là, puisque tout le monde sait que la meilleure nouvelle pour une région appauvrie, c'est l'installation d'une centrale nucléaire, avec tout ce que ça fera vivre industriellement. C'est encore mieux qu'une usine Renault, hein. Et les collectivités locales vont avoir les taxes, les lycées vont être richissimes. Enfin, une centrale nucléaire, socialement, c'est une très bonne nouvelle, hein, en France. On a construit une partie de notre carte sociale sur la carte des centrales. Et j'ai jamais vu de manière récurrente et approfondie dans les journaux télévisés le nucléaire présenté sous un angle honnête. Je ne parle pas d'objectif, honnête. J'ai toujours vu le nucléaire présenté sous l'angle du risque potentiel, voire de l'accident par télescopage, Fukushima, Tchernobyl, etc. Et je pense que là-dessus, tu pourras le confirmer. J'ai plus vu à la télé, au JT, aux heures de grande écoute, des reportages sur les biches qui revenaient à côté de Tchernobyl sans avoir 8 pattes, et donc le génie de la nature, que des graphiques très simples à faire, parce qu'aujourd'hui on les fait, hein. C'est marrant, les crises, ça rend tout plus simple. Dépendance au gaz, dépendance aux hydrocarbures, l'industrie et en comparaison le nucléaire. Et voilà. La dernière fois qu'on a parlé de nucléaire de manière intelligente, c'était le coût du mégawattheure. Et derrière, c'était pour entendre le débat sur le fait que EDF mentait et que ça coûtait en réalité plus cher, disaient les écolos. Chose que je n'ai jamais pu d'ailleurs vérifier, pour être tout à fait honnête. Mais ça m'a toujours fait marrer. Voilà, pardon, excuse-moi, j'étais un tout petit peu long, mais c'était un exemple concret de comment on aurait pu animer un débat, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même elephant in the room, hein, pour bien parler français, c'est l'éléphant dans la salle. Toute cette histoire, c'est l'indépendance énergétique, et l'indépendance énergétique, c'est nos centrales nucléaires. Évidemment, et c'est là, et ça explique, bon, ça, tout le monde le sait, la position allemande. Voilà, et ça, Fukushima, voilà la position allemande sur la question depuis qu'Angela Merkel a pris la décision, suite à l'accident de Fukushima, d'avancer de, je crois, plus de 15 ans le calendrier prévu de sortie du nucléaire allemand. Bon, on dit souvent qu'elle a fait sortir l'Allemagne du nucléaire. Non, c'était des choses qui avaient été décidées avant elle. Elle a juste fait que ce qui devait se passer à horizon 2030 se passe beaucoup, beaucoup plus rapidement. À ce niveau-là. Donc, voilà. Et les Allemands, bon, se retrouvent, voilà, en plus d'utiliser du charbon et de polluer et de produire beaucoup plus de gaz à effet de serre, se retrouvent en plus dans une dépendance très importante au gaz russe. Et on a beaucoup vu tourner cette semaine, enfin ces dernières semaines, la vidéo des réactions goguenardes de la délégation allemande à l'ONU devant le discours du président Trump, qui leur expliquait que c'était pas très malin de leur part de s'être mis à ce point dans la main de la Russie. Évidemment, il se moquait de lui comme il était de coutume de le faire à l'époque où Donald Trump gouvernait les États-Unis. Il semblerait que sur ce point-là, au moins, il ait peut-être eu un petit peu plus de clairvoyance que ce qu'imaginaient ses nombreux détracteurs à l'époque. Si tant est que l'idée soit bien de lui et qu'elle ne lui ait pas été soufflée par un de ses conseillers. Mais voilà, non, moi je suis. Camarades débatteurs, je suis désolé de tourner un petit peu quand ça fait plus d'une heure que nous débattons. Oui, je ne sais pas ce que j'allais tu en conclure. penses. Vas-y, je t'écoute. J'allais proposer plus ou moins de clore cette émission, car effectivement, l'heure a tourné et bien tourné. En disant que, comment dire, tous ces sujets que nous avons abordés et qui auraient tout à fait leur place dans une élection, dans le débat précédent une élection présidentielle, c'est-à-dire dans la campagne, force est de constater qu'ils ne seront dans le meilleur des cas qu'effleurés si un candidat s'en empare au moment d'un débat à plusieurs candidats comme il peut y en avoir, mais que ce sera une masse d'informations extrêmement brute et que dans le brouhaha ambiant consacré d'une part à la traque des poutinophiles parmi les candidats, d'autre part au suivi des opérations militaires
en Ukraine risque, on l'a dit, d'être à peu près inaudible, malheureusement. Dans cette idée, je reprends ce que nous avons énoncé en début d'émission, l'idée d'une campagne inaudible, une campagne vraiment qui ne fait que du surplace, et de ce surplace émerge en valeur refuge le président Macron, parti pour 50 plus. Très honnêtement, à ce stade-là, il est difficile d'imaginer ce qui puisse le faire dérailler d'ici le second tour dans 1 mois et demi, ou je ne parle même pas du premier dans 1 mois. Écoute, oui, bien que la période récente nous a habitués à de nombreuses surprises, vraisemblablement il sera réélu, à voir quand même, ne serait-ce que par respect du processus démocratique lui-même. Et la deuxième chose, peut-être, c'est que c'est vrai que nous sommes en situation de tension internationale et de guerre en Ukraine. La négation de toute civilisation, disait Voltaire dans l'Encyclopédie, est le malheur absolu. Et moi, il y a une chose qui est à la fois une pensée empathique, si tant est qu'on puisse, et en même temps une remarque politique. La réponse à la guerre, c'est la paix. Ou la victoire totale, mais la victoire totale, c'est l'écrasement de l'autre, ce qui n'est pas souhaitable vu le rapport de force en l'occurrence, ça veut dire l'écrasement de l'Ukraine et des Ukrainiens. Or, commencer des processus de paix par un régime maximal de sanctions ne me semble pas très pertinent. On a une référence historique récente, c'était le pétrole contre nourriture en Irak après la première guerre du Golfe, avec un embargo terrible. On a créé, sans le savoir à l'époque, mais maintenant on devrait réfléchir quand même, les conditions de possibilité de tout le terrorisme djihadisme irakien qu'on a connu par la suite. Tu vois, je le territorialise, hein. Le djihadisme était plus large, mais irakien, voilà. Donc, je suis... et je ne veux pas terminer sur notre triste, mais je suis surpris que la France soit totalement d'accord avec le régime maximal des sanctions. Les sanctions, pourquoi pas, mais le régime maximal des sanctions pour arrêter la fuite en avant, c'est quelque chose qui me fait douloureusement penser à notre dépendance à Washington, qui, elle, peut se le permettre parce qu'elle ne dépend que de 6% des hydrocarbures russes dans ses importations. Voilà. Alors, je suis Donc, tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'est un peu double, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, ce n'est qu'un rappel de notre soumission absolue à Washington, et en même temps, le fait d'avoir des sanctions de proposer des sanctions très très fortes permet à l'exécutif français de se donner une image de dur à ce niveau-là, et de fait d'apparaître comme fort à l'international. Alors, je suis d'accord que c'est un leurre. On a parlé des conséquences des sanctions sur la population française elle-même, et je ne parle même pas des conséquences géopolitiques que tu as énumérées avec ce parallèle avec l'Irak, mais elles ont un double objectif. Le premier, c'est d'aller dans le sens de notre suzerain américain, et le deuxième, c'est de donner à Macron l'image de quelqu'un avec qui, non, on ne déconne pas. Voilà, donc l'objectif est double. Évidemment que si la France s'opposait aux sanctions et affirmait chercher la voie de la diplomatie, essayer de trouver une voie, ce qui était initialement la posture de Macron au début, ça apparaît vite comme un aveu de faiblesse, et ça prête le flanc beaucoup plus aux critiques. Manque de courage, je pense. C'est marrant, je pensais à Pascal et ta remarque, avant de conclure, là, je pensais à Pascal, que ce soit sur l'effet des sanctions en Russie, en Ukraine, dans le monde entier. Je rappelle que l'Égypte est au bord de la famine avec les sanctions, hein, et l'augmentation du prix du blé, soit dit en passant. On est fort avec les faibles et on est faible avec les forts. Parce qu'il y a des petites choses dont on pourra reparler d'ailleurs dans des émissions peut-être après la présidentielle. L'argent des oligarques russes ne va pas être totalement sanctionné par ces sanctions. On voit que Londres est timoré, mais il y a ce qu'on appelle les chambres de compensation au Luxembourg, Liechtenstein, en Suisse.
Et il n'y a pas eu beaucoup de propos marquants là-dessus. Or, on va défoncer le pouvoir d'achat des Russes, provoquer une révolution à distance, j'ai rarement vu ça, et je croyais qu'on était sorti des fantasmes du nation building, de la construction de la nation, parce qu'on s'était piteusement retiré de Kaboul en août. Voilà. Donc le faire sans armes et juste avec le fait de détruire les économies de la matrioshka, je suis pas très de la babouchka, je suis pas certain que cela amène le rédacteur en chef des Échos de Moscou au pouvoir. Voilà. J'ai moi Mais bon, aussi de très gros doutes à ce sujet. Euh, Même si je n'exclus pas non plus que Vladimir Poutine ne survive pas politiquement à cette guerre. Là-dessus, je pense que la situation est un petit peu plus ouverte et bon, on connaît les ressources assez impressionnantes qu'il est capable de mobiliser pour œuvrer à la conservation de son propre pouvoir. Néanmoins, il est face peut-être à la partie la plus délicate qu'il a connue depuis son accession au Kremlin il y a de ça 22 ans. Et d'ailleurs, pour rester sur Vladimir Poutine et rebondir sur ce qu'on disait en début d'émission, j'ai sous les yeux un sondage réalisé par l'IFOP en 2017 où Vladimir Poutine recueillait 27% de bonnes opinions auprès des Français. c'est Ce pas qui mal est par rapport assez à loin l'Europe. des 55% de ce que tu disais, Non, mais mais qui j'ai jamais marquait dit qu'il y avait cependant une 55. hausse par rapport à un précédent sondage effectué en 2013 où là, il n'avait que 20% d'opinions positives chez les Français. Oui, mais j'ai jamais dit qu'il avait 55% d'opinion positive. J'ai dit il y avait un. C'est pour ça que j'ai parlé des poutines nuancés. Il y avait un respect. Ce qui ne veut pas dire qu'il se déclarait favorable ou positif sur Vladimir Poutine. Bon, camarades, ces discussions sont passionnantes. J'espère que notre public est aussi passionné que nous. Mais écoute, je propose que nous en restions là et Oui, mais nous nous retrouverons que très rapidement et cette fois-ci, les échéances s'approchant pour une émission qui devrait aborder de façon encore plus directe l'élection présidentielle qui est maintenant dans un petit peu moins d'un mois. nous parlerons soit de l'élection brûlante et trépidante, soit de son fantôme, mais quoi qu'il arrive, nous en parlerons. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous de nous avoir regardés. Je l'avais dit au début, je le redis à la fin, pensez à vous abonner et à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Quant à nous, nous allons prendre congé l'un de l'autre. Bonne soirée à toi, Gabriel. Allez, très bonne soirée, Raphaël.